Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Ce matin en cœur, nous allons parcourir ensemble les grands faits de l'actualité avec des regards croisés, des analyses et des rencontres assez inspirantes. Instant politique, d'abord, l'heure est à l'incertitude pour le parti Les Démocrates. Une crise interne autour du parrainage contesté du député Michel Sodinou divise les rangs et place la formation de Boni Yayi à un tournant décisif. La Cour constitutionnelle, saisie comme arbitre, doit trancher ce dossier sensible dont dépend la participation du parti à la prochaine présidentielle. Quelles issues possibles pour ce feuilleton politico-judiciaire? Eh bien, nous allons en parler dans un moment. Dans notre chronique santé ce matin, nous levons le voile sur une pratique aussi ancienne que contemporaine, la circoncision. Entre tradition, religion et considération médicale, que faut-il vraiment retenir? Quels en sont les avantages, les risques et les précautions à prendre? Notre spécialiste santé nous éclaire. Et puis, place à l'inspiration avec la chronique réussite. Elle a conquis les plus grands palais et marque la gastronomie mondiale. Georgiana Viou, première chef africaine étoilée au prestigieux guide Michelin, autodidacte passionnée, profondément attachée à ses racines béninoises. Elle viendra partager avec nous son parcours, ses influences et ses projets. Restez avec nous. La matinale démarre maintenant avec le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. On va dire quoi? On va lever le voile un jour sur les coulisses de la préparation et la présentation de cette émission pour qu'on puisse voir à peu près. J'espère que Karama t'entend de l'autre côté. Bien sûr, je sais qu'elle entend tout ça. Alors, on vous laisse nous informer sur ce qui se passe ici au Bénin. Oui, déjà, bonjour à toutes et à tous. Direction Nantes, oui, pour ouvrir ce bulletin. Nantes, où la diaspora béninoise s'est réunie pour scruter le bilan de Patrice Talon. Une rencontre organisée par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, et ce en partenariat avec l'Association des Béninoises et Amis de Nantes. Ilia Kodjo, Ariane da Silva. Loin de leur pays, les Béninois de la diaspora portent le Bénin dans leur cœur. À Nantes, dans l'ouest de la France, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin et l'Association des Béninois et Amis de Nantes ont réuni leurs forces pour une rencontre d'échange et de réflexion. C'est plutôt heureux. Nous sommes en France, mais nous n'oublions pas d'où nous sommes venus. Donc il faut de temps en temps qu'on puisse prendre langue, discuter des problématiques de notre pays. Au cœur des discussions, les réformes phares du gouvernement, les avancées institutionnelles, mais aussi les enjeux politiques et électoraux qui dessinent le futur du Bénin. Chers amis béninois, amis de Nantes, et chers Nantais, amis du Bénin, j'ai compris pour ma part que le Bénin, ce pays jadis réputé pour son instabilité chronique, ce pays a aujourd'hui acquis la première place en termes d'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest, ce qui lui offre une place, une posture particulièrement enviée. Et cette œuvre qui se construit au Bénin est la vôtre aussi. Les 2 mandats du président Patrice Talon ont été passés au peigne fin, avec un éclairage particulier sur les réalisations culturelles et patrimoniales. Moi, j'étais au Voodoo Days en janvier passé. J'ai été impressionné, je dirais même émerveillé par ce que j'ai vu. Je voulais rester à Ouida, je n'ai pas eu de place. Pourtant, j'ai essayé de réserver 2-3 semaines à l'avance. Je n'ai pas eu de place. Pour nous qui sommes en Europe et qui allons souvent l'été dans les zones touristiques, j'avais l'impression de me retrouver dans un endroit très cosmopolite. Tout ça parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la culture et du tourisme, le gouvernement a travaillé sur ce qu'on appellera une renaissance identitaire qui plaît. Aujourd'hui, les gens sont curieux de venir au Bénin. Autre annonce marquante, dans 3 semaines, l'ambassade du Bénin en France va délocaliser temporairement certains de ses services à Nantes. Une initiative saluée par les participants qui y voient une avancée concrète dans le rapprochement entre l'État et ses ressortissants de la diaspora. Et à l'issue de cette rencontre, plusieurs participants ont exprimé leur ressenti. On les écoute. C'est un nouveau départ, c'est un bon départ, que ça continue dans cet élan
et que ces rencontres aussi à l'étranger se fassent régulièrement. Nous devons nous assurer que ce travail sera pérennisé. La diaspora est là, elle est disponible. Les compatriotes nous l'ont répété ici, ils sont vraiment impressionnés par ce qui a été fait au Bénin. Ils n'y croyaient pas au début. Aujourd'hui, ils savent que ce n'était pas une utopie, mais c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. On souhaite que ça continue, le développement, et que le Bénin continue à avancer comme ça se produit actuellement, et toujours en avant, jamais en arrière. La promotion de l'énergie solaire hors réseau, la Cité de l'Espérance en fait l'expérience avec l'appui de partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones et l'Union européenne. Les acteurs se retrouvent à Lokossa pour réfléchir à la pérennité des équipements solaires et à un modèle de gestion. Évariste Zomaon, Samirat Tchabimani. La commune de Lokossa est l'heureuse bénéficiaire du projet de promotion de l'énergie solaire hors réseau financé par l'Association internationale des maires francophones, AMF et l'Union européenne. Ce projet a permis d'éclairer 39 places publiques de la commune de Lokossa, 36 écoles primaires publiques de la commune de Lokossa et 7 unités villageoises de santé en énergie solaire photovoltaïque. Nous sommes restés dans les zones hors réseau. C'est un entour que nous avons pu faire avec ce projet qui est à hauteur de 210 millions environ, financé en partie par la mairie de Lokossa à hauteur de 38 millions. Ainsi, les services de base de santé, l'enseignement et la sécurité des personnes et des biens sont des acquis de ce projet qui méritent d'être pérennisés. Je voudrais donc exhorter les acteurs des collectivités territoriales ici présents, en l'occurrence la mairie de Lokossa, à travailler pour mettre en place un réseau de maintenance de ces infrastructures solaires pour qu'à l'aune des résultats, ces infrastructures profitent réellement aux populations bénéficiaires. L'AMF a prévu également ce dialogue entre collectivités territoriales pour permettre à ce que des décisions soient prises afin que ce qui doit être installé soit entretenu, maintenu pour un bon fonctionnement dans tous les centres dans lesquels ces équipements sont fonctionnels. C'est vrai que la durée de vie de ces équipements est censée être élevée, mais elle l'est uniquement si on a des bons systèmes d'entretien et de maintenance. Et c'est tout l'objet du travail et du dialogue qu'on tient aujourd'hui à Lokossa, c'est de trouver des bons systèmes pour que les municipalités assurent l'entretien dans la durée de tous ces équipements solaires. Pas très compliqué, il faut les nettoyer, il faut vérifier les batteries, il faut vérifier les composantes, mais il faut le faire régulièrement. La mairie de Lokossa anticipe avec un système innovant l'implication des bénéficiaires et des communautés locales. Dans la gestion de ces équipements chèrement acquis, des jeunes électriciens seront formés pour la maintenance du réseau photovoltaïque. L'initiative Le Bénin se révèle a rendu hommage au leadership féminin à Abomey en célébrant la mémoire de la reine Tassirangbe, patronne de l'armée des Amazones, organisée par le cabinet d'études stratégiques en développement durable. Et bien cet événement met en lumière des figures féminines inspirantes de l'histoire béninoise. La cérémonie de révélation et de remise de trophées s'est tenue au palais de la reine des Amazones à Abomey. Pierrette Adam aussi, Canel Capo. La reine qui a créé l'armée des Amazones du Dahomey, cette redoutable troupe de guerriers. Couronnée d'honneurs posthumes, la reine Tassirangbe demeure l'unique femme ayant brisé les codes du royaume de Dahomey. Bien que les principes sacrés régissant la royauté interdisaient aux femmes d'accéder au trône de Rigbadia, Tassirangbe a défié cette tradition en règnant de 1708 à 1711. Son règne fut bref, mais son héritage reste éternel. La reine Rangbe n'est pas une reine à défendre. Elle existe naturellement, puisque en tant que jumelle du roi Akaba, elle a été intronisée le même jour que ce souverain. Son règne en réalité ne se résume pas aux 4 ans qu'on indesse. Le règne du roi Akaba, c'est son règne également. Oui, elle mérite plus, elle mérite mieux.
Et ce n'est que justice si la place de Tassi Rangbe a été réhabilitée au sein de cette multiples dynasties qui se sont succédées au niveau du royaume de Dahomey. C'est une véritable résilience qu'elle soit encore là aujourd'hui. Et je vous demande d'applaudir pour elle et lui souhaiter une longue vie. Distinguée pour son courage, sa bravoure et sa détermination, la reine Tassi Rangbe reçoit le 17e trophée des Amazones Awards. À travers l'initiative Le Bénin se révèle, cette figure historique sort enfin de l'ombre. Le Bénin se révèle est une initiative qui vise à mettre en lumière les femmes du Bénin qui ont impacté la société et réaliser des événements justement pour les mettre en lumière davantage. On fait de récits d'histoires incroyables, comme par exemple celle de Gillette Azoumé et aujourd'hui celle de Tassi Rangbe que nous célébrons aujourd'hui comme la 17e Amazon Award. La BFS, société de bourse de la banque BIC, acteur du secteur financier contribuant à l'autonomisation des femmes, s'associe à la cérémonie de ce jour qui lui rend hommage. Reine Tassi Rangbe, que cette récompense vous rappelle à jamais le modèle que vous incarnez pour les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. Cette cérémonie intervient après plusieurs éditions ayant honoré des femmes leaders exceptionnelles à Cotonou et Porto Novo. Des femmes qui, comme Tassi Rangbe, ont marqué leur époque par leur courage, leur résilience et leur vision. Les membres du bureau de coordination du Conseil économique et social départemental d'Uzou tiennent depuis ce lundi à Abomey leur 3e session extraordinaire au titre de cette année. Une session axée sur les problèmes économiques et sociaux qui affectent le bien-être des populations. Le coordonnateur départemental du CES, Zéphirin Kendjandi, nous en dit davantage ensuite. Le premier thème, relatif aux actions des partenaires techniques et financiers, nous invite à évaluer objectivement la contribution de ces partenaires au développement du Bénin, mais surtout à identifier les voies et moyens pour une meilleure appropriation nationale des projets financés. Il s'agit de réfléchir à une collaboration plus équilibrée, plus efficace et plus alignée sur nos priorités nationales. Le deuxième thème, consacré à la consommation de l'alcool frelaté, met en lumière une problématique de santé publique et de santé alimentaire. Ce fléau, aux conséquences dramatiques pour la vie humaine et la productivité nationale, mérite une attention particulière. Quant au troisième et quatrième thème, ils portent respectivement sur des secteurs productifs essentiels, à savoir l'agriculture et l'artisanat. À travers les réflexions sur les coopératives agricoles et artisanales, nous devons identifier les modèles organisationnels et économiques les plus adaptés pour renforcer la compétitivité de ces secteurs, améliorer les revenus des producteurs et artisans et assurer une meilleure valorisation du savoir-faire béninois. Cap sur l'université d'Abomey-Calavi avec l'ONG Diane Odubourou Alafia qui vole au secours des étudiants de ce haut lieu de savoir. Elle a offert à ses étudiants des outils informatiques et pour apporter une réponse concrète aux besoins de logement exprimés par certains étudiants, surtout ceux en provenance de l'intérieur du pays. Eh bien, un chantier a été lancé pour la construction d'un bâtiment. Arnaud Adadja, Renaud Akakou et Mathieu Sokenou. Malgré l'intervention du Centre des œuvres sociales sur les campus, certains étudiants sont amenés à faire l'impasse sur certains besoins essentiels, faute de moyens, ce qui réduit considérablement leurs chances de réussite. C'est tirant leçon de cet amer constat que l'ONG Odo Alafia a initié cette opération, un don de matériels informatiques pour faciliter les conditions d'études aux étudiants sur la cité universitaire d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie de remise de matériel informatique et bureautique s'inscrit dans notre engagement à favoriser l'épanouissement académique et professionnel des jeunes béninois, en particulier ceux issus des zones rurales et ou défavorisées. Pour ces étudiants qui ont déjà connu des situations difficiles, ce soutien vient à point nommé.
Les ressources manquent parfois pour assurer de simples photocopies des cours dispensés. Et c'est dans ce contexte que cette action prend tout son sens. Madame la directrice, vous posez un acte très fort, un acte de développement. Toutes les fois que l'ONG posera des actes de ce genre, vous allez voir les associations de développement de la commune de Banté à vos côtés. Battez-vous, travaillez, honorez vos parents et à travers ce que vous allez faire de cet outil, les donateurs soient fiers d'avoir contribué au développement de ces enfants. Cet élan de générosité, posé avec une sincère volonté d'aider et réalisé sans tambour ni trompette, témoigne du profond engagement social de l'ONG Odo Alafia. Vous avez encore choisi de toucher les étudiants qui sont les futurs cadres de la commune et du pays. Je voudrais reconnaître toute l'importance de ce projet et saluer cela. Le matériel qui va vous être offert tout à l'heure, je vous demande de bien le gérer. Et je vous demande de soutenir aussi l'ONG par la gestion que vous allez en faire, que vous allez faire de cet équipement. Autour des défis pédagogiques se dressent d'autres peines éprouvées par les étudiants, notamment ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Ce don, c'est le premier don de la journée. Après ici, nous irons juste là derrière à Calavi-Pota pour la remise du second don. Ce don de matériel informatique est doublé d'une remise de site pour la construction de logements aux étudiants. Chers étudiants, ce logement que nous posons aujourd'hui symbolise notre foi en votre potentiel. Il est la preuve que vous n'êtes pas seuls, que vos efforts sont vus, entendus et soutenus. Nous voulons que demain, ce bâtiment devienne un foyer de réussite, un lieu de solidarité, d'entraide et surtout un tremplin pour l'excellence. L'ONG Odo Alafia a prévu de réaliser un bâtiment R+1 dans les tout prochains mois. Un projet ambitieux et porteur d'espoir pour la communauté estudiantine. C'est vraiment une joie immense qui m'anime. Je suis vraiment contente d'être là et d'être témoin de tout ce qui se passe. D'abord, c'est un sentiment de gratitude qui m'anime et nous lui promettons que les équipements reçus aujourd'hui vont nous servir. Je me dois le devoir de venir en tant que au Conseil économique et social. Et j'ai l'obligation d'accompagner toutes ces initiatives allant dans le sens du social. Derrière un grand homme se trouve une grande femme et elle vient appuyer aussi mes efforts dans ma localité. Cette opération de don est la énième d'une série. Au mois de juillet dernier, l'ONG Odo Alafia s'est signalée à Pira, dans la commune de Banté, avec un don de tracteur à la masse paysanne. Sport avec les Amazones du Bénin qui ont effectué leur première séance d'entraînement à Lomé en préparation du match Bénin-Nigeria. Devant ce match, un tournant décisif pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et vous allez le voir, nos Amazones sont déjà à fond dans la préparation de la confrontation. Bruno Swali et Jules Akoikou nous en parlent. C'est ici, au bord du lac, que les Amazones du Bénin vont entamer la dernière ligne droite de leur préparation en vue d'affronter en 2 matchs l'équipe des Super Falcons du Nigeria vendredi prochain au stade de Kégué de Lomé et ensuite mardi prochain du côté donc de Abeokuta. Les Amazones du Bénin affrontent les Super Falcons du Nigeria dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire qu'elles sont déterminées. Elles sont au total 22 qui ont répondu à l'appel du sélectionneur national Ouzir Abdoulaye. Encore 2 joueuses restent à rejoindre les Amazones du Bénin, Léa Fachina et Noélie Abamon qui vont arriver dans la nuit de ce mardi. Le groupe est presque au grand complet, 22 joueuses sur 24 présentes donc pour cette première séance d'entraînement en terre togolaise. Chaque seconde de cette séance d'entraînement s'annonce intense pour des Amazones du Bénin déterminées à aller chercher l'équipe du Nigeria malgré son lourd palmarès. Jusqu'au bout de l'effort et du sacrifice, les Amazones du Bénin sont prêtes à tout donner pour rivaliser avec les Super Falcons du Nigeria, détentrices du palmarès africain le plus impressionnant. C'était très dur, mais c'est nécessaire pour la préparation contre le Nigeria. Alors, je crois que c'était une très bien séance. Nous sommes tous sereines. Nous nous entraînons et nous savons que tant qu'il reste, rien n'est encore fait. Donc, avec la solidarité et l'amour, nous allons donner quelque chose forcément.
L'enjeu de ce Bénin-Nigeria est la possibilité d'arracher pour l'histoire et le prestige une première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations sont des sources de motivation supplémentaires pour les Amazones. On se fixe des objectifs, ils sont à nous et on espère quand même pouvoir déjouer les pronostics. C'est pour ça qu'on joue au foot. Et c'est les émotions. Hein. Voilà, c'est pour les émotions qu'on joue au foot. Et on espère vendredi que tout ce dont nous avons rêvé. Voilà. Parce que j'aime bien parler de rêve. Parce qu'on en a plein la tête, les rêves. Et on espère que ça va se passer comme dans nos rêves. Cette première séance d'entraînement en terre togolaise est celle de la prise de repère pour un groupe qui vit si bien depuis Cotonou. On bosse dur, d'abord à Cotonou, on bosse dur, on n'a pas de répit, on se repose, on essaye de se reposer quand même dans la journée, mais on bosse avec tous les coachs, on est à fond, on mange bien, on se prépare bien, on dort bien, on est à fond. Les Amazones avec à leur tête Ozero Abdoulaye ont 2 jours pour peaufiner leur plan de jeu avant d'aller défier le Nigeria vendredi prochain au stade de Kégué. Pendant longtemps, les cours d'éducation physique et sportive se faisaient sans véritable support. Mais depuis quelques années, bonne nouvelle, manuels et matériels arrivent peu à peu dans les écoles. Alors, quelle différence cela fait pour les acteurs de l'école? Élément de réponse avec Ronald Robinson. Autrefois, les séances d'EPS se limitaient souvent à quelques jeux sportifs improvisés. Pas de manuel en tant que tel et les enseignants faisaient avec les moyens de bord. Aujourd'hui, plusieurs réformes changent la donne. La pratique sportive dans les établissements a connu beaucoup d'améliorations avec des innovations et l'introduction des cours théoriques qui amènent les élèves les plus faibles en pratique d'améliorer leur note. Puisqu'il y a une évaluation, on a démarré petitement en 6e, 5e, 4e. Actuellement, la réforme des cours théoriques est en 3e. Avant, c'était les programmes par objectif. Donc, le professeur a un objectif, il vient et c'est la performance qui l'intéresse. Mais en l'approche par compétence, c'est la compétence qui est visée. Il y a des compétences théoriques, il y a des compétences pratiques. Les supports pédagogiques au programme apportent une progression structurant le travail des enseignants. Résultat, les élèves motivés s'investissent dans la pratique sportive. Les supports nous permettent de savoir comment présenter les activités sportives. Ça nous permet de les classer en fait. Quand on parle du groupe des rondades, on sait que la roulade arrière élevé se trouve dans le groupe des rondades. Avant de venir sur le terrain, d'abord on essaie de lire. Lorsqu'on n'arrive pas à faire, on revient, on voit comment il faut le faire, on revient, on regarde et puis on retourne sur le terrain, on le fait. Pour nous, ça nous facilite la tâche. Oui, ça nous aide beaucoup. On a aussi besoin de la théorie. Le prof nous donne des exercices. On fait la théorie à la maison. Arrivé à l'école, on fait la pratique. On fait aussi des interrogations écrites. Les documents nous aident d'autant plus que depuis un moment, nous n'avons plus les guides et programmes actualisés. Mais avec ces documents, nous avons d'autres informations. Nous avons quelques-uns de ces manuels de sport. C'est vrai que c'est dans le programme, mais il n'y a pas l'engouement pour ces livres-là comme ça. Même si chez les libraires, on ne se bouscule pas autour de ces ouvrages, leur simple introduction sort l'EPS, de l'improvisation et en fait un véritable outil d'apprentissage, au même titre que les autres matières. Ainsi se referme ce bulletin. On espère que vous avez aimé. Rendez-vous demain. Merci, génial. On se retrouve demain. Ce sera la DER pour moi. Ouais. Pas pour ça vous. fera dans quoi, 4 semaines, c'est ça? À peu près, ouais. C'est long, hein? Oui, mais entre deux, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez manquer aussi, mais ce qui est sûr, on se verra dans les couloirs de la rédaction. C'est très important. Allez, ciao. Merci, bonne journée. Bonjour le Bénin. Allez, on va revenir dans quelques minutes. Le temps pour nous de prendre une pause et de revenir derrière pour la suite de cette matinale.
Bonjour, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. C'est l'incertitude des lendemains pour le parti Les Démocrates confrontés à une crise interne qui tente de diviser les acteurs. À la base, cette affaire de parrainage contesté du député Michel Sodinou, le combat glisse dans la sphère juridique. La Cour constitutionnelle est sollicitée comme arbitre. Elle devrait initialement rendre une décision lundi dernier. C'est reporté à ce jour. La participation du parti de Boni Yayi à la prochaine présidentielle est suspendu à la décision des sages. Quelles sont les perspectives éventuelles pour les démocrates au bout de ce feuilleton juridico-politique? C'est ce que nous évoquons ce matin avec notre invité sur le plateau, Mohamed Yamidi. Il est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Raymond. Comment allez-vous? Super. C'est un plaisir de vous avoir ce matin pour décortiquer, mieux cerner les contours de cette affaire qui touche le parti Les Démocrates. La Cour devait initialement trancher lundi dernier. Ça a été reporté à ce jeudi, à ce jour. Donc, on espère qu'elle va effectivement rendre une décision aujourd'hui. On l'espère pour un dénouement et pour que tout le monde soit situé sur cette situation qui ne fait du bien à personne. Beaucoup ont contesté, évidemment, on va dire, la compétence du juge des référés à trancher ou à rendre une ordonnance dans ce dossier. En cela, donc, la décision de la Cour constitutionnelle, la décision attendue de la Cour constitutionnelle de ce jour est éminemment importante. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? D'abord, pour moi, il y a quelque chose qu'il est important de clarifier. Nous avons en face deux camps. Quand je dis deux camps, je parle de l'honorable Sodinou, le député Sodinou, et du parti Les Démocrates, et deux camps apparemment qui ne s'écoutent pas. L'un parle du droit, c'est-à-dire de son droit en tant qu'élu, son droit donc à parrainer ou à ne pas le faire, et l'autre camp, c'est-à-dire le parti, parle plutôt de l'acte de parrainage. Et donc, pour moi, il est important de faire la clarification à ce niveau. Et donc, à partir du moment où ils ne s'entendent pas, le problème se pose dès lors. Est-ce que la loi confère au député, à l'élu, qu'est le député Sodinou, de parrainer ou de ne pas le faire, c'est-à-dire que la faculté de parrainer ou de ne pas le faire, la loi ne lui confère. Donc, en toute liberté, il peut décider de parrainer comme il peut décider de ne pas parrainer, sauf que la loi encadre le parrainage. S'il tient à parrainer, il est tenu de le faire conformément à ce que prévoit la loi, c'est-à-dire qu'il ne peut parrainer que le candidat désigné ou de son parti, ou un candidat, bien sûr, qui vient de son parti, ou en cas d'accord de gouvernance, comme la loi l'a prévu, et puis parrainer un autre candidat. Donc, voilà le cadre, c'est-à-dire que le canevas que la loi a tracé. Maintenant, l'acte de parrainage, c'est-à-dire que c'est ce problème que pose le parti Les Démocrates, qui dit donc qu'à partir du moment où le parrainage est déposé, donc le député ne peut plus se rétracter. Et c'est là où ils ne s'entendent pas. Maintenant, quand j'en reviens à la décision, c'est-à-dire le fait que le parti, parce que c'est le parti, Les Démocrates, qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire que pour ce parti, le tribunal de première instance n'est pas qualifié à connaître de ce problème-là que pose l'élu. Et donc, c'est là que se pose le problème. Ils ont porté alors ce recours-là devant la Cour, bon, pour eux, donc, espérant que la Cour leur donnera raison. Moi, je voudrais dire une chose dès le départ. Il s'agit pour moi, ça c'est ma lecture à moi, de l'application du droit. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une république et donc c'est la justice qui interprète la loi et qui s'assure, qui veille à l'application correcte du droit et qui connaît des litiges entre deux individus. Maintenant, en ne reconnaissant pas, c'est-à-dire que pour eux, pour le parti, le juge de première instance n'est pas qualifié à connaître de ce problème. Mais quand ils disent que le juge n'est pas qualifié et en même temps ils font appel, c'est là que se pose le problème pour moi. Ils font appel de cette décision de première instance en disant qu'ils ne reconnaissent pas la compétence du juge, du tribunal de Cotonou à connaître de ce dossier. Mais la cour d'appel et le tribunal de première instance, ce n'est que la même compétence, c'est dans le même ordre de compétence. C'est là où, pour moi, se trouve l'imbroglio. Donc vous pensez que, de façon tacite, ils reconnaissent la compétence du juge des référés de connaître du dossier? Je pense que c'est un déni.
C'est un déni de réalité. Parce que quand vous dites que vous ne reconnaissez pas la compétence du juge et que vous faites appel dans le même ordre de compétences, cela pose un problème. Et donc, c'est un déni que je dirais plutôt que c'est une fuite en avant. Et à partir de ce moment, lorsqu'on va maintenant vers la Cour constitutionnelle, qui selon eux est habilitée à connaître de ce problème, parce que selon eux, ce serait donc un contentieux électoral. Il est donc pour eux à espérer que la Cour puisse... Bon, je vois depuis qu'ils ont porté le coup. D'ailleurs, il faut préciser que c'est eux qui ont demandé à ce que l'examen du recours soit reporté à ce jour. Et donc, parce qu'ils auraient, selon leur dit, de nouveaux éléments à verser au dossier. Le contraste avec le parti, les démocrates, et ce qu'on a pu voir depuis un moment, c'est que quand la Cour, c'est-à-dire que quand les décisions de justice vont dans le sens qui, pour eux, les arrange en ce moment, il y a justice. Mais dès lors que les décisions de justice ne vont pas dans leur sens, ne s'interprètent pas comme eux le pensent, la loi ne s'interprète pas comme eux le pensent, alors là, il y a problème. Alors là, c'est que la justice ne fonctionne pas. Alors là, c'est que la justice est aux ordres. Et c'est cette dichotomie, cette façon qu'ils ont de voir les choses, ce manque, à la limite, je dirais, d'esprit républicain de leur part, c'est ça qui pose le problème et c'est ça qui fait qu'on ne s'en sort pas. Alors, Mohamed Liamidi, est-ce que vous voyez le scénario selon lequel la Cour pourrait se déclarer incompétente dans ce dossier? Moi, je suis profondément républicain. Nous sommes dans une république. Il n'y a que la justice qui est habilitée à interpréter la loi et dire ou pas ce qui est juste au regard de la loi. On parle d'un... certains vous diront qu'en l'espèce, on est dans le cadre d'un contentieux électoral. Pour certains. Et donc, si le juge constitutionnel, c'est-à-dire que si la Cour trouve qu'il ne s'agit pas là d'un, comment appelle-t-on, d'un contentieux électoral, mais plutôt de l'application du droit tout court, ce qui ramène donc vers le tribunal de première instance. Et comme je le dis, les décisions de la Cour sont sans recours. Il n'y a que la justice, il n'y a que le juge qui peut dire, dans la République où nous sommes, ce qui relève, c'est-à-dire qu'au regard de la loi, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et la décision que donnera la Cour, pour moi, ça relève du droit, c'est l'interprétation de la loi, parce que c'est leur mission, c'est eux qui sont qualifiés pour faire ça dans la République. Et donc, dès lors que la Cour l'aurait fait, pour moi, c'est sans recours, c'est sans débat. Il reviendra donc au parti de faire preuve, ne serait-ce qu'une fois, d'esprit républicain et de comprendre que la loi, c'est la loi. Alors, le parti n'est pas encore au bout de ses peines. Certes, il y a cette décision de la Cour constitutionnelle qui est attendue donc pour ce jour, mais il y a également à côté une autre, on va dire, une autre opération judiciaire dans laquelle le parti est fortement impliqué. L'officier de la police judiciaire a convoqué le président du parti et le duo candidat, notamment Maître Renaud Agbodio et Jude Lodjou, à comparaître pour évidemment être écoutés. Ils ont envoyé leurs avocats, mais l'OPJ, la police judiciaire a demandé justement exclusivement que les concernés puissent venir. Donc à côté d'une décision attendue, il y a encore une démarche parallèle juridique dans laquelle le parti est convoqué. Absolument. Qui, de mon point de vue, ce qui se passe là, découle du déni dont j'ai parlé précédemment. Lorsque vous ne reconnaissez pas, vous dites que vous ne reconnaissez pas la compétence du juge de première instance à connaître de ce dossier, alors qu'il y a une décision de justice qui doit donc être mise en exécution, la Sénat a mis en application cette décision de justice parce que nous sommes dans la République. Et la démocratie telle que nous la concevons, dans cette démocratie-là, la justice est la colonne vertébrale de cette démocratie. C'est elle qui fait que la démocratie tient, c'est elle qui fait que la République tient. Et donc, à partir du moment où il y a une décision de justice, que vous prétendez ne pas reconnaître la compétence du juge, mais au même moment, vous faites appel. Et vous avez perdu un appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la décision est tombée, le 13 octobre, le dossier du candidat du Parti Les Démocrates a été déposé à la Sénat le 14 octobre. Et moi, je fais juste de l'analyse. On a entendu le président de la Sénat dire, c'est-à-dire signifier publiquement, on l'a entendu. Notifier. On l'a entendu au Parti des démocrates que leur dossier n'est pas complet. Et donc, que sous les 112 heures, ils doivent
apporter la pièce manquante. On l'a entendu. Et donc, à partir de ce moment, ça veut dire quoi? La décision étant là le 13, en voulant déposer le dossier du candidat le 14, il n'y avait que 27 parrainages. Il y avait que 27 parrainages. Donc, il y a le parrainage querellé, donc devant la justice, qui manquait. Oh, il détenait cette fiche de parrainage querellé à la date où il déposait le dossier de candidature du duo Agbodio-Lodjou, donc du duo du Parti démocrate. Le parti détenait encore cette fiche querellée à cette date-là. Et donc, ils sont revenus 112 heures après pour déposer la même fiche, frappée déjà d'une décision de justice et qui rend ce formulaire-là non valable. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, c'est pour ça que je parle de déni. Si vous ne reconnaissez pas la compétence, qu'est-ce qui les a empêchés, à la date du 14 où ils déposaient le dossier, de joindre en même temps le parrainage de M. Sodinou, qui est le parrainage querellé? Ils pouvaient le faire. Et donc, c'est là que je parle de déni. Et donc, pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que la convocation du duo et du président du parti par la direction de la police judiciaire n'est qu'une conséquence de cette décision du juge qui n'a pas été respectée. Pour moi, c'est la lecture la plus logique qu'on puisse faire de cette situation. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives possibles pour le parti Les Démocrates? Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que le parti ne puisse pas participer à la prochaine élection présidentielle? Le risque, s'il est là, ce ne serait qu'une conséquence de ce que je pourrais appeler, je pourrais appeler une impréparation de leur part. Vous avez eu tout le temps pour pouvoir préparer votre dossier. Et il y a eu ce problème-là qui s'est posé, qui pour moi relève d'un problème interne. Et donc, ils auraient pu trouver les moyens, les voies et moyens pour pouvoir gérer ce problème c'est-à-dire qu'à l'intérieur du parti, quitte à avoir un arrangement avec le député qui a refusé en fait d'attribuer son parrainage au duo du parti. Alors, on voit que ils ont fait un choix et ils ont déroulé leur choix ils ont déroulé leur stratégie jusqu'à là, qui apparemment n'est pas en train de marcher. Et donc, qui pourrait avoir comme conséquence la non-participation du parti, les démocrates, à l'élection présidentielle. Mais ça ne serait pas du fait de la loi, ce ne serait pas du fait de l'institution ou des institutions qui organisent et qui gèrent les élections. Ce serait du fait du parti et des problèmes qu'ils ont à l'interne et, je dirais, du leadership du président du parti, puisque c'est lui le leader charismatique du parti, à gérer des problèmes à l'interne. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, à la base, ça n'est pas venu d'ailleurs, c'est venu de l'intérieur. Et donc, toute organisation structurée peut faire face à une menace externe. Mais quand la menace est interne, alors là, il y a problème. Donc, le problème venant de l'intérieur, ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes au cas où ça débouche sur une non-participation du parti. On a vu qu'il y a eu des tentatives pour essayer de ramener l'honorable Sodinou dans les rangs du parti pour évidemment apaiser les tensions. Il y a eu plusieurs lettres ouvertes qui ont été envoyées, que ce soit Éric Ounété, que ce soit d'autres membres du parti Les Démocrates. Mais la tendance ces derniers jours, c'est la radicalisation presque donc, de l'honorable Sodinou, qui, en fin de semaine dernière, notamment contre toute attente, a fait une sortie médiatique pour déjà repréciser ses motifs, pour repréciser sa ligne de conduite. Est-ce à dire aujourd'hui que, point où on en est, Michel Sodinou ne peut plus faire marche arrière? Tout est toujours possible à long terme. Et là, on est en politique. Tout est toujours possible. Je ne pourrais pas prédire s'il peut faire marche arrière ou s'il ne peut pas le faire. Mais ce qui est pour le moins visible, c'est que là, la première, ou du moins les premières démarches du parti n'ont pas été dans le sens d'un certain arrangement, d'une certaine conciliation qui puisse amener le député Sodinou à vite revenir à la raison. Et dans l'une de dans sa dernière sortie, dans la vidéo que nous avons vue, je crois, le dimanche, il a dit, bien entendu, il a dit que quand même il est allé retirer la seconde fiche de parrainage, c'est-à-dire que la fiche que
la Sénat lui a délivré, après avoir annulé la première fiche, qu'il était disposé à discuter encore avec le parti pour trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'il a dit. Et jusqu'à là, on n'a pas entendu, on n'a pas vu le parti démentir cela. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire que quelque part, il y a un manque de leadership pour régler ce problème que je précise encore une fois, qui est un problème interne. Et donc, à partir de ce moment, quelle que soit l'issue de ce dossier, tant que les décisions issues, comment appelle-t-on, de ce dossier que nous voyons là, qui sont des décisions de justice, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau du juge de première instance, c'est-à-dire que le dossier qui est en cours là, pour moi, l'esprit républicain doit prédominer. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, comme on le dit. Et donc, on sera là pour constater l'issue de ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a une chose qui devient de plus en plus claire. Et je pense que pour tout esprit éclairé dans la République, il faut pouvoir le souligner. Très bien. Et quand là, nous sommes en politique, il est dommage de constater qu'après avoir passé toutes ces années, je dirais à tout le moins 5 ans, parce que le parti est né maintenant. Le parti est né en 2018. Il y a au moins 5 ans. Donc, tout le monde, on s'attendait tous à ce que pour ces élections de 2021, que nous puissions avoir cette confrontation d'offres politiques, cette confrontation d'idées politiques. Or, qu'ils ont passé tout le temps dans la contestation. Je ne voudrais pas dire de facto que c'est cela qui les a conduits à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais là, nous sommes en politique et la leçon qu'il faut retenir, c'est que quand on est en politique, là, le fait de se préparer, comme ils l'ont fait là, c'est-à-dire passer tout le temps à contester, à entrer en guerre, sans toutefois rentrer réellement en guerre, c'est de là qu'il faut procéder et c'est ce qu'ils ont manqué de faire. Merci beaucoup à vous, Mohamed Liamidi. On va superviser de très près ou suivre de très près, j'allais dire, cette décision de la Cour qui sera rendue aujourd'hui. On va revenir demain ici pour commenter cette décision, voir les tenants et aboutissants et bien évidemment explorer les perspectives, l'avenir du Parti Les Démocrates ainsi concerne la prochaine élection présidentielle à venir. Vous passez une excellente journée du jeudi. Je vous le souhaite. Et à très bientôt par ici sur Bonjour le Bénin. À suivre dans les prochaines minutes sur votre matinale Instant Santé avec Heureuse Danoli, avec elle on parle de circoncision. Oui, vous l'avez bien entendu, cette pratique ancestrale fortement répandue, on en parle. Et on reçoit également sur Bonjour le Bénin une chef étoilée au guide Michelin, la première africaine à accéder à ce grade. Bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus. Bonjour le Bénin vous revient avec un plateau beaucoup plus coloré. À tout de suite. Ce matin, dans Instant Santé, on vous parle de circoncision, une pratique ancestrale répandue dans de nombreuses cultures à travers le monde qui reste aujourd'hui encore au cœur des débats médicaux, religieux et sociaux. Si elle est souvent perçue comme un rite de passage, elle revêt aussi une dimension sanitaire importante reconnue par plusieurs études scientifiques pour ses bénéfices préventifs. Mais au-delà des idées reçues, qu'en est-il vraiment? Quels sont les avantages médicaux, les risques potentiels et les meilleures conditions pour la réaliser en toute sérénité? Nous en parlons avec Heureuse. Heureuse, bonjour. Bonjour Raymond, toujours heureuse d'être avec vous depuis lundi là. N'est-ce pas? Oui. Et le plaisir est partagé. Pat, bonjour. Oui, bonjour Raymond, toujours pratique d'être avec D'accord, oui, bon. ça fait plaisir. Oui, Patrick. Ce qui est sûr, c'est pas Patrick, toujours pas Patrick. D'accord. Amandine, bonjour. Bonjour, Madame Megan, toujours Amandine. D'accord. J'avais cru que vous avez une amende pour moi, c'est-on jamais. Merci. Mesdames, messieurs, d'être sur ce plateau pour explorer encore un autre sujet qui vous concerne moins, pour ne pas dire pas du tout, puisque quand on parle de circoncision, mesdames, vous n'êtes pas concernés. Oui, Patrick est concerné, Raymond est concerné. Bien sûr, je suis concerné et les enfants d'Heureuse aussi sont concernés. Ils vont leur raconter leur première fois. Ma chère, si seulement vous savez tout ce que j'ai comme question à leur poser. Vous savez, je discutais hier quand on préparait le sujet, je discutais avec quelqu'un, avec un collègue, je vais taire son nom, on parlait de la circoncision.
Et il me dit, mais écoute, tiens, où est-ce que toi tu l'as fait? Je lui ai dit, bah moi c'était à l'hôpital et tout, très bien fait, anesthésie locale et tout, on a coupé tranquille, mais c'est au moment d'uriner que ça faisait mal. Il m'a dit, mais pour toi, eh bien, moi j'ai été circoncis par un meunier. Vous vous rendez compte? J'ai été circoncis par un meunier. Malheureusement, au niveau traditionnel, sans anesthésie, rien du tout. Un matin, on tire la fait et puis on découpe. Et même dans certaines régions du pays, c'est culturel et c'est toute une cérémonie. Les enfants, les jeunes en âge d'être circoncis on les aligne. Et puis, c'est une question de fierté. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Non plus. Et pour d'autres, en fait, c'est lorsqu'ils sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, que presque dans une agora, on vous convoque devant femme et enfants, vous êtes debout avec votre machin devant, on tire, et puis bon voilà, vous n'avez pas le droit de pleurer, c'est totalement barbare. C'est pour tout ça que dans certains pays aujourd'hui, il y a des tests, parce que c'est considéré comme une violence faite aux hommes. Vous voyez un peu, et ça a été réglementé, et normalement, ça doit se faire de façon chirurgicale, au niveau médical. Mais aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est, certains pratiquent toujours l'ancienne méthode? À quel âge? Et je m'en vais demander à Eman, à quel âge vous avez été circoncis? À quel âge, je ne saurais vraiment le dire, mais je savais que j'étais en classe de CE2. J'étais en classe de CE2 quand j'ai été circoncis. Plus de 50. C'était, je pense que je devrais avoir dans les 7-8 ans. 7 ans, 8 ans, oui, à l'époque. Moi, c'est avant de commencer l'école. C'est bien avant de commencer. Au niveau médical ou au niveau médical, à la maison? C'était à la maternité. À l'époque, là? Oui, à l'époque, là, oui. Ça, c'est une chance. Oui, enfin, né dans une famille, je dirais, un peu moderne sur les bords. C'était une sage-femme qui avait diligenté quelqu'un. La matrone? Oui, enfin, c'est pas une matrone. C'était pas une femme, c'était un homme qui me l'a fait. Mais ça a été fait spécialement, c'était en ce temps-là, à la maternité Lagune. D'accord. Oui. Aujourd'hui, Chimel. Et la sage-femme, c'était Madame Messan. Ah ouais, tellement c'était bien fait, tellement c'était bien fait, les contours sont bien tracés, que M. Diosso a gardé le nom de la... Ce qui n'est pas le cas de tous les hommes, pour certains ça a été une épreuve. Alors parlez-nous-en, Heureuse d'Alandé, puisque vous en savez mieux que quiconque ici. C'est juste une question de témoignage. D'accord. Je n'ai pas vécu cela, même mon garçon qui a été circoncis, je n'ai même pas osé. Ah bon? Il n'a pas voulu. Pourquoi? Et j'ai aimé que ce soit une femme qui vienne nous en parler parce que c'est également une question de traumatisme pour la femme. Traumatisme par rapport à quoi? Quel traumatisme, Heureuse d'Alandé? Les pleurs des enfants. Oui, mais pour les enfants, ça passe vite. Au bout de 10 jours, ils se retrouvent déjà à courir dans tous les sens. C'est sûrement les premiers avec jours. Le tissu au cou attaché, c'était votre cas aussi. Vous savez, par contre... Vous n'avez pas même le droit d'aller vous amuser. Ah oui. On a peur des secousses. Vous savez, moi, je me rappelle à l'époque, pour circoncire les gamins, on attendait la période de novembre-décembre. On n'avait pas encore les histoires de changement climatique qui sont aussi écarlates qu'aujourd'hui. La période d'Harmattan. La période d'Harmattan. En novembre-décembre, c'était vraiment... un peu sec là. Voilà, et puis il y avait un vent sec qui souffle. Donc, il était conseillé de se faire circoncire dans cette période parce que la fraîcheur va favoriser la cicatrisation de la plaie. Donc, ce qui est que moi, j'ai été circoncis en décembre, s'il vous plaît, un peu avant la fête de Noël. Et ma maman m'avait acheté un costume pour la fête de Noël. Donc, rien été circoncis, impossible de mettre le costume. En même temps, c'est du boubou, quoi. Ou bien Agbara. Donc, vous voyez, franchement, on a tous une histoire en relation avec la circoncision. Et surtout, en Afrique, je pense que Patrick ne va pas me démentir, la circoncision, c'est jusqu'à un passé récent encore. C'était vraiment un acte de, on va dire quoi, de bravoure. C'était ça qui déterminait votre passage de l'enfance à l'adolescence plutôt. Tout à fait. C'est maintenu dans certaines cultures encore. C'est maintenu. C'était vraiment un acte de bravoure. Et il fallait, on vous dit,
ne pleure pas, ne pleure. Je ne veux jamais, je ne veux pas entendre tes pleurs, je ne veux pas entendre une voix, je ne veux pas voir même tes larmes couler. Donc il fallait tout faire pour rester zen, serein. C'était tellement traumatisant que lorsque vous êtes turbulent à la maison et qu'on brandit cette menace, tout de suite, vous filez droit. Oui. Alors Raymond, je propose qu'on suive cette petite démo. D'accord. Et qui nous montre un peu... Rassurez-nous qu'on ne verra pas le machin à la télé. Ah ben, on aura un marché national. D'accord, allons-y. C'est vite fait, bien fait, rapide, ça prend pas de temps. Et comme certains le diront, c'est pas sanguinaire. On n'a pas trouvé du sang, il y a rien. Et surtout, les contours sont bien tracés. C'est pas toujours évident. L'esthétique, tout y est en même temps. Et je crois que... Dans l'affaire, là aussi, il y a esthétique aujourd'hui. Bien sûr, mais bien sûr, si les contours sont pas bien faits, sont pas bien faits. En pleine érection, c'est un autre problème. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, mais c'est l'image que je heureuse, suis en train de... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Revenons-en à l'acte de la circoncision. Alors, docteur Mirinda, et tu dis merci. Revenez à l'acte. Alors tu dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, je parle déjà de revenir à l'acte de la circoncision. D'accord. Voilà. Docteur Mirinda, merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgienne pédiatre et ce dont on parle, vous maîtrisez cela parfaitement. L'esthétique autour et les avancées aujourd'hui. Quelle est concrètement l'importance de la circoncision chez l'homme? Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis honorée. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, les chirurgiens pédiatres au Bénin. Et donc, d'abord, c'est quoi une circoncision? Une circoncision, c'est un acte chirurgical qui consiste à enlever une partie du prépuce, c'est-à-dire la peau qui recouvre le gland. C'est que cette partie-là qu'on enlève. La partie qui déborde là. Exactement, cette partie qui déborde. Donc, c'est quoi l'importance de la circoncision? Je pense que l'importance, ça peut être varié. Comme vous l'avez déjà dit, au départ, ça peut être d'ordre médical, culturel ou même religieux. Donc, voilà, sur le plan médical, généralement, on la réalise pour éviter certaines complications à l'enfant. Mais on va y revenir dessus, je crois. Pour éviter, qu'on en parle en même temps, pour éviter certaines complications à l'enfant. Oui. Comme un enfant, par exemple, qui fait des infections urinaires à répétition ou un enfant qui a une malformation des voies urinaires, on a souvent besoin que cet enfant soit circoncis. Donc oui, ça a aussi une connotation médicale. Alors, docteur, est-ce que le fameux gland qui déborde, est-ce que ça joue un rôle précis dans l'anatomie humaine? Dans l'anatomie humaine, non, ça ne joue. Ce qu'il tire là? Oui, exactement, c'est la partie, c'est cette petite partie. En soi, ça ne joue pas un rôle, mais chez certains enfants qui ont quand même des malformations, certaines malformations, notamment un hypospadias, c'est des enfants qui n'ont pas tout ce prépuce-là ou qui ont l'orifice par où sort les urines qui est mal placé. D'accord. Donc le zizi n'est pas bien formé. Chez ces enfants-là, ce prépuce-là peut être très important pour pouvoir faire une réparation ensuite. D'où l'importance de ne pas laisser son enfant à quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas pour lui faire la circoncision. Parce que si cette personne-là ne fait pas le diagnostic, la personne va enlever le reste du prépuce. Et après, l'enfant va se retrouver en difficulté pour pouvoir faire cette réparation-là. Ah, mais est-ce à dire qu'à certains enfants, on peut ne pas faire la circoncision? Absolument. La circoncision, déjà, dans certaines cultures, on ne fait pas de circoncision. En réalité, le pénis, ça sert à quoi? Ça sert à la copulation et à la reproduction. Et dans ces deux volets-là, le prépuce ne joue en réalité aucun rôle. Ah bon? En réalité. Du coup, dans certaines cultures, on ne l'enlève pas. L'enfant peut garder son truc, l'adulte peut garder son prépuce toute sa vie. Ça n'a
aucun effet sur sa reproduction. Et ça n'a aucun impact sur sa vie sexuelle. On a l'impression que c'est Absolument. Selon moi, en fait. Je me disais que ça allait sortir, effectivement. C'est pour ça que en répondant à la question, je disais que dans certaines situations, on peut décider de faire une circoncision, comme dans les infections à répétition ou dans les malformations des voies urinaires, ou même un phimosis quand l'orifice est trop serré ou quand c'est bombé, c'est inflammé, ce prépuce est retourné. On appelle ça paraphimosis. Dans ces cas-là, oui, on le fait systématiquement. Et donc, dans le cas où on l'utilise on fait la circoncision dans un but d'hygiène, c'est surtout dans les cas où les enfants font des infections urinaires à répétition ou dans les cas où il y a une malformation des voies urinaires, parce que justement, quand il y a une malformation des voies urinaires, ça favorise justement parce que la plupart du temps, il y a quand même un peu de saleté qui s'y coince. Donc, ça favorise justement ces infections urinaires à répétition. On se rappelle quand nos mamans veulent laver les enfants, on déplie ça et on lave correctement. Exactement. Pourquoi déplier quand on sait qu'on peut l'enlever une fois pour toutes? Peut-être c'est la raison. Mais moi, j'ai envie de poser une question au regard de tout ce que vous venez de dire. À quel âge il faut circonscrire un enfant? À quel âge? En réalité, on n'a pas un âge spécifique pour la circoncision. Ça peut se faire... À l'âge adulte? Même à l'âge adulte, on peut se faire circoncire. En réalité. Les Nigériens... La playlist de fait 2 ans. Justement, c'est pour ça que je parlais des Nigériens, parce que les Nigériens, la plupart du temps, à J8, circoncisent leur enfant. J8 de vie. 8e jour de naissance. Oui, 8e jour de naissance. Je pense que c'est beaucoup plus culturel chez ça eux. se fait maintenant, les gens font des garçons, c'est à l'hôpital, on fait en même temps. Vous allez voir la maman et le bébé et le petit est déjà Mais dans le même temps, certaines personnes disent d'attendre que l'enfant soit conscient. J'avais pas encore fini. Justement, nous, étant donné que ça se fait généralement sous anesthésie, nous on le fait sous anesthésie générale pour que l'enfant n'ait pas du tout mal, oui. On fait ça sous anesthésie générale, c'est 0 douleur. Donc, tu vas à l'hôpital, on t'endort et tu te réveilles et tu vois qu'il y a une partie de toi. Exactement. Du coup, pour ça, on attend que l'enfant grandisse un peu pour limiter les risques liés à l'anesthésie. Généralement, nous, on le fait à partir de 6 mois. Généralement. Mais une fois encore, chez un enfant qui est né avec une malformation des voies urinaires, en même temps, à la naissance, quand on doit régler le problème, on le circoncie en même temps. Dans ce cas-là, la circoncision, ça fait partie de sa prise en charge. OK. Et donc, là, ça se fait avec anesthésie générale ou locale? Absolument, toujours anesthésie générale. D'accord. Alors, si j'en viens à la question ou à l'aspect évoqué tantôt par Erban, le climat, la période au cours de laquelle il faut faire une circoncision, est-ce que c'est vérifié, c'est justifié ou à tout moment? Est-ce que la fraîcheur permet effectivement de rapidement une cicatrisation rapide? Effectivement, j'ai remarqué aussi, nous avons remarqué généralement que les parents préfèrent circoncire leurs enfants, soit en novembre, décembre ou janvier maximum. Voilà. Où il fait quand même froid. Est-ce que c'est vérifié? Je ne pense pas. D'accord. Parce qu'au fait, ça ne limite en rien le phénomène de cicatrisation qui se fait par étapes. Les étapes ne sont pas brisées, c'est physiologique. D'accord. Donc, en réalité, nous, on ne trouve pas vraiment une différence entre le fait qu'il fait froid ou pas. Et ça dure souvent combien de jours? En réalité, le phénomène de cicatrisation, c'est minimum 2 semaines pour que ce soit bien cicatrisé. Et maximum, c'est un peu difficile à dire parce que si ça se compliquait d'une infection, tout ça, ça risque de prendre du temps. Mais généralement, après 4 semaines, 1 mois, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que vous savez ce qui est davantage plus difficile dans la circoncision? Non. C'est lorsque vous finissez de vous faire circoncire et qu'il faut aller maintenant pour les pansements. Parce qu'il y a un bandage qui est autour. Qui a eu le temps de s'imbriquer dans la plaie, donc pour l'enlever, vous êtes au bout de votre vie. Mais la technique a évolué. On va parler des méthodes. Moi, j'ai mon petit frère, quand on lui a fait ça, c'est qu'il est retourné à l'hôpital une seule fois.
On a juste enlevé, Voilà. il n'y a pas eu de pansement, on n'a pas lavé la plaie, rien du tout. Exactement, Et effectivement. en ce qui concerne donc les méthodes, avec la complicité de la réalisatrice, de la régie, on va vous envoyer des images. Voilà, ça par exemple. D'accord. C'est de quelle méthode il s'agit? On revient à l'ancienne image Réalo. La précédente image. Voilà. Ok. Ça va un peu vite là. Bon, on s'arrête sur cette image par exemple. Ça, c'est avec ça on fait le laser? Oui, je pense que c'est pas un matériel que je maîtrise. Personnellement, Parce qu'on a vu que la vidéo qu'on a suivie, l'élément témoin, c'est avec ça. C'est pas un matériel que je connais ou que j'ai déjà utilisé personnellement. Mais ce que je peux dire par rapport à nos pratiques ici, c'est que nos pratiques sont... ce qu'on utilise généralement, c'est le bistouri, le bistouri électrique ou le bipolaire qui permet aussi de vraiment limiter le saignement. Parfois, on peut vraiment faire la circoncision, surtout avec le bipolaire, et il n'y aura pas du tout de saignement. Ça se fait, même avec les moyens de voix. Je pense que ce que vous avez montré, c'est assez avancé, je ne connais pas. D'accord, très bien. Donc, pour l'instant, au Bénin, on est encore un peu à l'état... Je ne dirais pas parce que... je ne dirais pas parce que j'ai vu quand même faire des circoncisions en France par les Français et j'ai pas vu ce matériel non plus. Donc je ne sais pas à quel, peut-être c'est avec les Américains ou les Canadiens, je ne sais pas. Par contre, docteur, est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques ou des études qui ont été réalisées sur, on va dire, la proportion des personnes qui ne sont pas circoncis Pardon? Au Bénin? Non, peut-être dans le monde, dans le monde, c'est-à-dire leur propension à choper plus d'infections que d'autres qui sont circoncis. Parce que j'imagine que c'est parce que cela présente un avantage certain que systématiquement, dans certaines cultures, on le fait. Sûrement, oui, je suis d'accord avec vous, sûrement ça présente un certain avantage. Mais une fois encore, je retourne par exemple chez nos amis les Blancs, généralement, ils ne se font pas circoncis. Ah ouais. Ils ne se font pas circoncis systématiquement. Sauf quand il y a une malformation ou quand il y a des infections urinaires à répétition. D'accord. Vous voyez. C'est toujours pourtant, eux, ils font plus. À l'hygiène. Exactement. Pourtant, eux, ils font plus d'études que nous. Oui, oui. Je ne peux pas dire, je ne connais pas ce genre d'études qui montrent que chez une personne... Oui, je suis d'accord avec vous, avec vous. Je ne connais pas, peut-être que ça a été fait, mais je ne connais pas tout. Et encore que je suis chirurgien pédiatre, je ne suis pas chirurgien adulte. Est-ce qu'ils ont eu à faire ce genre d'études chez les adultes? Je ne sais pas. Mais j'ai suivi un reportage dans un pays où, pour limiter la propagation du virus du VIH-Sida, par exemple, on a sorti de grandes personnes, ils se sont alliés, on les a circoncis. Oui. Mais après, derrière ça, parce que quand on veut faire une étude, ce genre d'étude, par exemple, ça veut dire qu'on a fait ce truc-là. Est-ce qu'on les a exposés au VIH ou ils ont été exposés au VIH pour qu'on soit sûr? En tout cas, ils ont constaté que dans ce pays, le taux est vraiment élevé. Donc, pour limiter les infections au VIH, ils ont décidé de circonscrire. Forcément, la circoncision, on l'a dit déjà, ça permet de diminuer l'infection. Mais à cette échelle, jusqu'où ils sont partis, par exemple, si on prend 2 personnes qui sont complètement bien portantes, est-ce qu'on les a déjà exposés en disant... Mais docteur, il y a une dernière question que moi j'ai envie de vous poser. Ça, c'est vraiment du point de vue charnel. Est-ce que ceux qui sont circoncis et ceux qui ne sont pas circoncis ressentent le même plaisir? Parce que j'imagine que le plaisir n'est pas le même quand il y a une masse de chair de trop ou voilà, que ça soit sans ou avec. Pour quelqu'un qui a déjà essayé les deux sur ce plateau, pour nous renseigner. Bon, en commençant, je dirais que je n'ai pas essayé les deux. C'est mieux là. Mais sait-on jamais, mais heureuse. Enfin, c'est une question que moi je pose. Je n'ai pas essayé, mais des témoignages. Par exemple, moi j'ai déjà eu un témoignage pareil. Bon, dans une culture, il faut attendre 25 ans avant de se faire circonscrire.
Donc, circoncire. Et l'ami me disait que, bon, aujourd'hui, il regrette de l'avoir fait parce que, parce qu'il a eu son enfant avant même la circoncision. Donc, quand il compare les deux, il préfère ne pas le faire. D'accord. Il préfère ne pas se faire circoncire. Parce que là-bas, il y avait eu plus de plaisir. Ah ouais. Après, oui. Franchement, je médicalement pense que prouvé. Médicalement prouvé, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand, par exemple, on fait une circoncision et on laisse plus de muqueuse, c'est-à-dire le versant interne du prépuce, l'enfant, ou plutôt la personne, a tendance à éjaculer précocement. Et donc, effectivement, si on laisse tout ça là, ça pourrait donner, mais encore une fois, je n'ai pas la preuve à 100%. Mais est-ce qu'il y a des signes après circoncision? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les parents? Oui, absolument, parce que justement, toute chirurgie, que ce soit fait par un professionnel ou pas, ça peut avoir des complications. Comme? La première complication, c'est l'hémorragie, le saignement. Un saignement qui est anormal, tout ça, ça doit alerter les parents. D'accord. La deuxième chose, ça peut toujours s'infecter parce que c'est quand même une plaie. D'accord. Et généralement, on ne fait pas des pansements sur des pansements. Je voulais le dire tout à l'heure, mais on est passé à autre chose. Généralement, c'est le pansement du lendemain pour enlever le... Enfin, c'est même pas un pansement, c'est juste enlever le bandage du bloc. Ou alors, parfois, même on ne met pas de bandage du tout au bloc. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on a aussi des techniques pour avoir le même résultat que ce que vous avez vu sur la vidéo. Et sans saignement. Donc, c'est le saignement, l'infection. Parfois, la douleur, ça peut être dérangeant, mais là encore, on gère bien avec les antalgiques, les anti-inflammatoires. Il y a d'autres complications qu'on pourrait voir, qu'on pourrait retrouver, comme par exemple, si la circoncision, si la lame est passée trop profondément, on peut avoir une fistule. D'accord. Ce sera tout. Ce sera tout. Merci beaucoup, docteur. Après tout ça, vous êtes tous déterminés à circoncire vos enfants ou s'ils n'ont pas encore été? Franchement, moi, je vais dire... Si vous avez une bonne hygiène. Heureuse, je vous vois. Il faut circoncilier. Sinon, elle a été traumatisée. Vous avez été traumatisée par cette... Oui. Vous n'avez pas vu les images des enfants et leurs parents là? Le Yao n'a rien fait. Heureuse, merci. Mais la Congrès a dit qu'il faut quand même le faire. Voilà, c'est un sujet d'intérêt. Mais je veux quand même savoir, est-ce qu'on peut rattraper une circoncision mal faite? Parfois, oui. Ça dépend du degré de dégâts. Circoncision deuxième main. Oui, justement. Circoncision deuxième main, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent, oui, ça arrive souvent. Bon, ok. Peut-être si le modèle qu'on vous a fait ne vous intéresse pas, vous pouvez toucher. Là, c'est de la chirurgie esthétique carrément. Merci beaucoup à vous, docteur Miranda. Merci, Heureuse, pour cette chronique. Oui. Moi, je pense que c'est très intéressant, c'est très important de savoir. Pendant longtemps, on a toujours estimé que c'est un acte médical, mais on comprend que c'est aux frontières, donc on va dire quoi, du médical, mais également du culturel, du religieux, parce que dans certaines cultures, bah écoutez, ils ne le font pas, ils vivent peut-être aussi jusqu'à 80 ans. Ouais. Allez, merci beaucoup. Bonjour, le Bénin va se poursuivre avec Patrick Diosso dans sa chronique événement à la une. Juste après, on va retrouver Amandine Agnabossou qui reçoit pour nous la chef étoilée Georgiana Viou. On a l'immense plaisir évidemment de l'avoir avec nous dans Bonjour le Bénin. C'est donc la première africaine tout simplement à avoir le grade donc du guide Michelin, étoilé au guide Michelin. C'est très important. Elle signe la carte du restaurant L'Ami du Sofitel. Donc si vous avez déjà fait un tour au Sofitel, c'est que certainement vous avez déjà goûté à l'une de ces recettes. On viendra plus largement dessus tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir Patrick Diosso dans sa chronique événement à la une. Patrick Diosso, nous sommes aujourd'hui 23 octobre 2025 et dans l'histoire, il y a eu dès 23 octobre qui se sont évidemment qui sont rattachés à des événements éphémérides. Oui. Éphémérides. Je commence par 1915, c'est pas à côté.
1915. On commence à s'habituer. Alors, ce n'est pas à côté, mais je suis à côté de vous, des femmes. C'est-à-dire, oui. Parce qu'en 1915, aux États-Unis, il n'y avait pas encore le vote des femmes. D'accord. On avait parlé de la France hier, mais en 1915, jusqu'en 1915, aux États-Unis, il n'y avait pas le vote. Et le 23 octobre 1915, il y a eu une marche, une terrible marche des femmes. Une énorme marche. Elles étaient entre 25 000 et 35 000 femmes. Certaines sources ont parlé de 30 000 femmes, d'autres ont parlé de 33 000, etc. Femmes à défiler, à marcher à travers la ville de New York. Et donc, quand elles ont marché, le 23 octobre 1915, parmi les marcheuses, il y avait celles qu'on appelait, attendez que je retrouve le mot, les suffragettes. Voilà. Les suffragettes, c'était des femmes qui étaient militantes, mais elles étaient un peu extrémistes. Elles allaient jusqu'à casser, jusqu'à faire des dégâts pour revendiquer leurs droits. Et puis, il y a les suffragistes, qui sont les femmes qui marchent de manière pacifique. Il y avait plus de suffragettes le 23 octobre 1915 que de suffragistes. Et les suffragettes, je vais y arriver, ont réussi à marquer les esprits parce qu'elles ont dit qu'elles sont capables et de violence comme les hommes qui marchent et de pacifisme comme les hommes, enfin comme d'autres femmes. Et cela a tellement marqué l'État de New York qu'en 2017, l'État de New York a décrété le droit de vote. Donc ça a été l'un des tout premiers États aux États-Unis à décréter le droit au suffrage. Le droit au suffrage. Suffragette. Les suffragistes donc, ont obtenu le droit d'exprimer leur suffrage. Oui, les suffragettes. Les suffragettes, si vous voulez. C'est les plus violentes. Oui. Voilà. Donc en 1917. Et les États-Unis ont tous les États-Unis, c'est en 1920. Vous imaginez, donc, c'est bien après. C'est 5 ans après que tous les États-Unis ont pu donner ce droit généralisé à tous les États. Aux femmes de pouvoir voter. Très bien. Ça, c'est en 1915. On saute à pieds joints de 1915 à 1940. Je dis pieds joints parce qu'on atterrit sur la date de naissance de quelqu'un qui a utilisé ses pieds pour gagner le monde. On l'appelle Pelé. À l'état civil, mesdames, je donne Je donne 50 000. Je donne 50 000 à l'une d'entre vous deux qui... non, pas sur le téléphone. Amandine, tu sais que vous êtes féru de foot. Mais là, je ne me retrouve pas. Je sais juste Abedi Pelé, mais... Non, c'est pas Abedi Pelé. Abedi Pelé, c'est un gagnant. Le roi Pelé, c'est un gagnant. Le roi Pelé, ok, d'accord, le roi Pelé. Le roi Pelé. Arantes do Nascimento. Ah, d'accord. Voilà, son nom à l'état civil. Cette semaine, on en apprend beaucoup. Moi, je ne connais que Cristiano Ronaldo. D'accord. Donc, vous comprenez. Bon, Cristiano Ronaldo, c'est une question de passion. CR7, qui a pu, dans une certaine mesure, détrôner Pelé. Mais voilà, donc, quand, mieux le connaître. Quand on dit les buts officiels, il a détourné. Si vous rentrez dans cette discussion, voilà, on ne va pas s'en sortir sur ce plateau. On va rester parce qu'il y a les Barcelonais, il y a les... Avec votre main, on comprend, il y a les Barcelonais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais qu'on parle ce matin d'éphéméride et que le 23 octobre 1940 est né Arantes do Nascimento, devenu plus tard le roi Pelé. Alors oui, Edson Arantes dos Nascimento. Il est né en 1940 et il est l'un des plus grands footballeurs, pour ne pas dire le plus grand footballeur de tous les temps. À 15 ans, il a commencé déjà à jouer de manière professionnelle et à 17 ans, il a eu la première Coupe du Monde, sa première Coupe du Monde. Et il est le seul joueur à avoir remporté combien de Coupes du Monde? 3 Coupes du Monde. Bravo. Non, il est très bien. Ah non, mais il a intérêt. C'est un chroniqueur sportif en plus. Donc, meilleur buteur, 1000 buts, c'est ce qui est 1260 buts. Oui, c'est ce qui est retenu pour Pelé. Il est immense.
immensurable, incommensurable. C'est vraiment un roi, le roi Pelé. Et je ne voudrais pas rappeler tout ce qu'il y a comme exploit par rapport à Pelé, mais ça nous permet de dire P, c'est Pelé. P, il y a aussi la paix. P, il y a aussi le pain. La bonne transition. Oui, le P. Pelé, on arrive à P, le pain. D'accord. Et le pain, c'est ce qui permet de lier toutes les nations. Absolument. Parce que grâce au pain, nous vivons. Et c'est une petite fille qui a demandé à son grand frère, pourquoi nous prions tous les jours, nous demandons, donne-nous notre pain quotidien. Pourquoi on ne peut pas prier le lundi et dire, donne-nous notre pain de la semaine. Mais elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Et le grand frère dit, mais tu vas prendre le pain du jour le lundi et puis le reste du temps, le pain rassis. Non. Il faut avoir le pain chaud chaque jour. Voilà. C'est bien cela. Et pour parler du pain chaud, on a avec nous quelqu'un qui travaille dans le pain tout le temps. Et qui est le président de l'Association nationale des boulangers et pâtissiers du Bénin. Et il est le secrétaire général de la Confédération ouest-africaine des boulangers et pâtissiers. Et je me suis trompé? Non. Impec. Merci d'être sur notre plateau. Merci d'être sur notre plateau. Bonjour, cher ami. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer, parce que quand je dis nous allons commencer, parce que tout le monde participe au pain. Nous allons commencer l'Assemblée générale de la Confédération. C'est la Confédération africaine et non ouest-africaine pour ce qui va se passer aujourd'hui. Pour ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la Confédération africaine. D'accord. La Confédération africaine des boulangers et pâtissiers. Voilà. Donc, disons, de toute l'Afrique, qui a une assemblée générale. L'assemblée aura lieu aujourd'hui et demain. Oui, nous avons commencé depuis hier. Depuis hier. Oui. Alors, dites-nous, s'il faut entrer déjà dans le plein du sujet, comment ça se passe, puisque vous avez dit ça comme c'est depuis hier, comment ça se passe cette assemblée générale? C'est une assemblée élective, c'est une assemblée constituante. Qu'est-ce que c'est cette assemblée? Merci beaucoup. D'entrée, je tiens à remercier la SRTB pour avoir accepté de me recevoir. Je tiens aussi à vous remercier également, puisque c'est avec vous que nous allons discuter des sujets de la boulangerie ce matin. Oui. Je rappelle que vous êtes Anselme Aguemon. Oui. Je n'avais pas précisé votre nom. D'entrée, je puis vous dire que nous avons créé en 2022 au Sénégal, en juillet 2022 au Sénégal, la Confédération ouest-africaine des boulangers. Oui. Et ce creuset a été créé parce que il y avait des soucis depuis 2020. D'accord. Et presque dans tous les pays de la sous-région, nous avons les mêmes problèmes. Donc c'est ça qui nous a amené à aller se retrouver au Sénégal en 2022. Pour créer la COAB. La COAB. Comment ça se prononce COAB? La COABP. D'accord. COABP. Oui. Confédération ouest-africaine de la boulangerie et de la pâtisserie. Très bien. Donc, étant donné le que... vendredi 22 juillet 2022. Très bien. Donc, étant donné que les problèmes étaient presque les mêmes, donc on a été dans ce creuset-là. Pour que ce creuset arrive au niveau de chaque pays membre à discuter avec les gouvernants pour nous aider à trouver les solutions. En dehors de ça, on a eu comme objectif dans ce creuset-là de commencer par utiliser dans la consommation du pain les céréales locales. Okay. Donc c'est les deux principaux objectifs de ce creuset. Oui. Mais les années, étant donné que les années passent, nous avons des pays comme les Maghrébiens qui ont trouvé bien notre organisation. Et je crois qu'ils ont saisi au bon et ils ont demandé qu'on ouvre pour que d'autres puissent rentrer. Donc voilà, c'est ça qui nous a amené. On devait aller en Guinée-Conakry. Je crois que j'étais sur votre chaîne ici, je l'avais annoncé. Il y a des problèmes un peu politiques là-bas. Donc nous avons saisi la balle au bon
dès qu'ils nous ont demandé est-ce que nous allons accepter, compte tenu de l'évolution que connaît également le Bénin, nous on a dit volontiers. On est allé au conseil et effectivement ça a été validé. Donc c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à gagner l'événement au Bénin. Maintenant, depuis hier nuit, nous qui avions créé la COABP, et nous avons dissous hier nuit la COABP. Parce que nous ne pouvons pas garder les deux organisations. Vous convenez avec moi, c'est une grande organisation que de garder la petite. Donc c'est ce que nous avons fait hier. Nous avons d'abord laissé écarter d'abord les autres. Et on est allé, on a dissous hier nuit la COABP. Donc ce matin, on aura à voir quel est le nom qu'on pourra donner réellement. Est-ce que c'est la Confédération africaine des filières? Est-ce que c'est la Confédération? Parce qu'il y a deux noms qui sont déjà proposés. Donc c'est tout à l'heure à la CCIB, des filières de boulangerie et de la pâtisserie. Parce que nous avons estimé que nous avons constaté que dans les pays, bon, globalement, du monde, quand on veut parler de la boulangerie, il faut aller retrouver ça dans la restauration. Nous voulons qu'on sépare cette filière de la restauration. Pas que la restauration a besoin de nous. Vous êtes d'accord? C'est la cuisine aussi. Mais nous avons constaté que c'est une grande filière. Et que la restauration absorbe. Très bien, voilà. Donc, cette filière, pour mieux la maîtriser, vous pouvez faire 2 ans, 3 ans pour être un bon boulanger-pâtissier. Mais nous constatons qu'avec des formations en restauration de 6 mois, les gens se disent qu'ils sont des boulangers-pâtissiers ou des boulangers simples, des boulangers. Est-ce que l'activité qui a démarré depuis hier, ça va nous permettre à nous, citoyens, d'avoir dans notre assiette tous les matins du bon pain? Bon, c'est sur ça que nous entendons souvent avec les gouvernants, parce que le Bénin, c'est vrai, hein, je ne suis pas venu pour jeter la pierre à ce qui se fait au Bénin, mais nous sommes conscients que ce qui se fait actuellement, ce n'est pas du tout bien et il faut qu'on corrige. C'est pourquoi nous soutenons fortement les réformes annoncées par le gouvernement. Et cet événement, je pense que ça tombe à pic. Tout ceci, c'est pour vous montrer que nos camarades de l'Afrique soutiennent également ce qui va se faire au Bénin en matière de réforme. Nous avons des pays qui sont en avance sur nous, comme très proches de nous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas citer les Maghrébiens. Eux, ils sont déjà, c'est comme ceux qui ont créé le pain. Si nous nous mettons ensemble avec tous ceux-là, convenez avec nous que c'est pour régler votre problème. Voilà. Franchement, un véritable problème. Hein. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot? Enfin, il n'y a pas de dernier mot. Non, il n'y a pas de dernier mot, mais on peut continuer. Oui. On peut également s'en arrêter là. On peut s'en arrêter là, parce que le temps, justement... Le temps nous joue des tours. Et ça me rappelle le jeune homme qui est allé en Israël et il a dit qu'il est en train de chercher le rompi. C'est quoi le rompi? Il a tourné partout dans les boulangeries et il n'a pas trouvé le rompi. Il dit, mais vous n'avez pas le rompi ici? Il dit, non. Mais c'est quoi le rompi? Il dit, mais on dit, Jésus prit le pain et le rompi. Bon. Il ne veut pas du pain, mais il veut le rompi. D'accord. Si c'est que vous me renvoyez, je dirais alors, mes derniers mots, c'est de remercier le gouvernement béninois qui nous a apporté son soutien moral. Nous n'avons pas encore le soutien financier, mais nous avons le soutien moral. C'est déjà important. La volonté politique, c'est grand. Je voulais remercier également notre ministre à qui la bonne organisation tient beaucoup à cœur. Et elle sera avec nous aujourd'hui et demain. Et il y a 18 pays représentés. 18 pays. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Tout ceci se passe au Palais des Congrès de Cotonou. On vous souhaite bon courage, bonne chance à vos travaux et que les travaux soient fructueux. Merci. Et n'oubliez pas de temps à autre de nous envoyer du pain pour la matinée. On ne va pas quitter comme ça. En venant ici tout à l'heure, je me suis rappelé que je devais apporter du pain. Que vous devriez, donc ce n'est pas fait. Précipité.
Merci en tout cas Anselme Agamon. Vous passez une excellente journée du jeudi. Merci. Et à très bientôt. Merci également à vous, Pat. Oui. On se retrouve demain. Oui. Avec le même plaisir, n'est-ce pas? Je vous laisse aller nous chercher Notre étoilé. Allez, des éphémérides pour demain. C'est important parce qu'il faut nourrir aussi. Autant il faut se nourrir de pain, autant il faut nourrir aussi l'émission, n'est-ce pas? Oui, en information. Allez, à demain, Patrick. Bonjour le Bénin, dernière escale, c'est bien sûr avant-dernière escale, c'est la chronique réussite avec Amandine Agnambosso. Elle a conquis les palais les plus exigeants. Autodidacte, passionnée, audacieuse, Georgiana Viou est la première chef africaine à décrocher une étoile au prestigieux guide Michelin, un exploit qui résonne bien au-delà des cuisines de ses origines béninoises à la reconnaissance internationale. Elle puise dans ses racines pour réinventer les saveurs, faire dialoguer les cultures et sublimer la cuisine comme un art universel. Ce matin, donc, dans la chronique réussite, nous avons l'immense plaisir de recevoir une femme d'exception, une étoile qui brille au firmament de la gastronomie mondiale. N'est-ce pas, Amandine Agnambosso? C'est bien ça, Emma Namegan, la chef Georgiana Viou a un parcours vraiment inspirant. Oui. Bonjour chef, c'est un plaisir. Bonjour, chef. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi, merci pour l'invitation. Et avant de démarrer, on va raviver un peu vos souvenirs à travers cet élément. On regarde. Bonjour. Et après, tout s'emballe parce que on vous dit que vous êtes invité parce que c'est une grande soirée, enfin matinée, etc. On vous dit rien. Et moi, je viens pas trop de ce cirage, en fait, même si j'ai eu la chance de côtoyer plein de grands chefs. Donc, en gros, tu te dis, bah, c'est cool, je vais me retrouver avec plein de chefs et tout ça. C'est toujours l'occasion de faire des rencontres. Et en fait, jusqu'au dernier moment, ben voilà, je me dis, pourquoi moi, pourquoi pas d'autres, pourquoi nous? Et je suis très contente. Et aujourd'hui, donc, voilà, c'est au nom de toutes les personnes qui travaillent avec moi, tous nos collaborateurs, que je vous dis merci. Merci au guide Michelin. Aujourd'hui, c'est moi qui suis mise en avant, mais en fait, on est vraiment, vraiment tous très singuliers dans cet endroit. Et c'est peut-être ce qui fait finalement la magie de ce lieu, la beauté de tout ça. C'est pas que la cuisine. C'est pas que la cuisine qu'on fait, c'est un tout, donc je vous invite tous à venir. Je m'étais dit, si par le plus grand des hasards, on me décernait une étoile et tout, je ferais une danse et tout, mais je la ferai pas. Ah bah si, je la fais avec vous. Et elle a promis danser, elle a dansé, c'est trop d'émotions. Vous avez beaucoup d'émotions, j'ai même fait des erreurs de langage, mais bon, des fautes de langage, c'est pas grave. Vous avez décroché votre première étoile au célèbre guide Michelin. C'est une consécration. Comment on devient la première femme africaine en France à obtenir cette étoile? Alors là, je crois que ma réponse va peut-être pas vous satisfaire. En réalité, il n'y a pas de dépôt de dossier, il n'y a pas de parrainage, il n'y a rien. C'est vraiment... Alors, certes, il y a un travail qui est fait au quotidien dans l'établissement, mais pour que le guide s'intéresse à vous, je pense que d'une certaine manière, il doit y avoir un peu de la communication qui est faite sur le lieu. On peut aussi écrire pour dire « Bonjour, le guide, on existe, venez nous voir », mais en réalité, on n'a jamais de réponse. Et quand il passe maintenant, depuis l'avènement des réseaux sociaux, donc ça fait plusieurs années qu'il ne se présente plus la plupart du temps. Donc, on ne sait pas. Alors, quand arrive l'invitation, avant aussi, il paraît qu'on disait « Ah, on vous appelle parce que vous allez avoir une étoile ». Donc là, comme j'expliquais, on me dit juste qu'on est invité, c'était le 150e anniversaire du guide et qu'il y avait plusieurs chefs des restaurants d'Europe qui étaient invités, etc. Donc, on y va quand même, on a un petit... à un moment, on y croit un peu, mais au final... Et c'est vraiment la surprise jusqu'au bout. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye et la régularité dans le travail. Parce qu'en réalité, si un inspecteur du Michelin passe un jour, si vous faites 300 jours super bons et que le seul jour lui passe, il y a quelque chose qui ne va pas, ça passe à côté. Et pourtant, vous êtes des bons. Est-ce qu'elles sont nombreuses, ces femmes, à se retrouver dans ce registre des chefs étoilés? Alors non, il y en a très peu, que ce soit, peu importe les nationalités ou les origines, il y en a très peu. Et ce n'est pas parce qu'il y a peu de femmes en cuisine. Je pense que la plupart d'entre nous, eh bien, nous travaillons beaucoup, nous faisons des choses incroyables, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire savoir. Donc, comme je vous disais,
pour que le guide s'intéresse à vous. Encore faut-il qu'il sache que vous existiez. Et puis après, il y a des personnes, avoir un restaurant gastronomique, il ne faut pas oublier que ça a un coût. D'accord? Donc, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont déjà la difficulté de l'accès au financement. Donc, quand beaucoup se mettent à leur compte, elles vont ouvrir un lieu qui va être très sympa, où on va manger de très très bonnes, une cuisine de très très bonne qualité. Mais peut-être qu'au niveau d'autres critères, eh bien, elles vont un peu moins, enfin, je veux dire peut-être dans le mobilier ou dans quoi que ce soit. En plus, comme on ne connaît pas vraiment les critères du Michelin, on ne sait pas trop comment faire. C'est compliqué. Alors, Georgiana, il faut dire que vous avez grandi, enfin, vous êtes née à Cotonou, à Zongo, juste à côté là d'ailleurs. Je suis née à la clinique Mawena, mais les parents habitaient Zongo. Vous avez eu quoi, des influences françaises? Vous avez fréquenté à l'école Montaigne dès le départ. Votre arrière-grand-père bien renseigné, votre arrière-grand-père donc avait servi dans la marine marchande, ce qui fait qu'il est rentré au pays un peu avec tout ce qu'il a engrangé comme savoir-faire de l'autre côté. Dans la cuisine. Il vous faisait des pâtés. Alors pas à moi, mais en tout cas à mon oncle, grand-père, ma mère et à ma mère et tout ça. Donc vous dites que vous avez grandi avec des références françaises, avec Brassens, avec Louis de Funès, avec Gérard Depardieu. Vous racontez dans une interview que lorsque vous étiez à l'école Montaigne, vous pensiez que vos ancêtres étaient gaulois. Quand je chantais la Marseillaise. Que vous sentiez très bien la Marseillaise et qu'à l'occasion du bicentenaire donc, de la prise de la Bastille, vous vous sentez comme une Amazone prête à aller conquérir de nouveau la Bastille. Quand on a évidemment grandi avec ces références occidentales, comment est-ce qu'on arrive à faire ce retour aux sources pour pouvoir exercer dans un métier qui au départ n'a jamais été vraiment ce que vous avez voulu faire? Vous avez toujours voulu être interprète de conférence. Vous avez fait une reconversion à 33 ans. Vous avez vraiment un parcours atypique. Il est vraiment bien renseigné. Non, alors déjà l'ancrage, dans mes racines, il se fait en réalité par ma famille. J'ai beau avoir été au lycée français, j'ai beau avoir toute cette culture française dont vous avez parlé, à travers les films, à travers la musique, etc. Eh bien, il n'en était pas moins... il y avait aussi une vraie tradition locale à la maison, quoi, que ce soit... Je me rappelle, vous avez dit que vous êtes né avec une cuillère d'argent. Dans la bouche que j'ai fait tomber. Mais que ce n'est pas que vous mangez avec des cuillères d'argent à la maison. Ah, non, déjà d'une. Et puis surtout, c'est que, enfin, moi, ma grand-mère, elle était très stricte. Vous voyez, pendant les... Je vous donne un exemple, j'allais dire l'été, mais pendant les grandes vacances, quand tout le monde voyageait, aller dans d'autres pays d'Afrique ou en Europe pour passer les vacances, eh bien nous on allait à Covey chez l'arrière-grand-mère pour déjà être avec notre arrière-grand-mère, mais surtout pour voir autre chose que notre petit confort cotonois. Donc on a été imprégné comme ça de traditions, qu'elles soient culinaires ou culturelles, dès notre plus jeune âge. Et le fait de voyager, même si à un moment on peut avoir tendance à mettre ça de côté, surtout quand on est isolé de sa communauté, eh bien, chasser le naturel, il revient au galop. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de mettre mes racines, en tout cas cette culture béninoise, plus en avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans vos plats, on a un peu de béninois, un peu de la France. Est-ce qu'on a un peu de béninois, un peu de la France? On a de la France et quelques produits béninois qui viennent un peu twister. Donc, j'ai eu l'étoile sûrement grâce aussi à ce dialogue. On a vu des recettes comme le mafé revisité. Oui, alors j'aime pas trop ce mot revisité, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, alors, au Sofitel, c'est à l'Ami, c'est ce qu'on fait aussi. C'est un restaurant qui est dans une chaîne hôtelière française, donc forcément on va avoir de la cuisine française. Donc les gens qui viennent à l'Ami, qui ne s'attendent pas déjà à manger forcément que des plats béninois, on peut de temps en temps en mettre quelques-uns. On va peut-être venir en twister 2-3, d'accord. Le midi, par exemple, on a une formule mettant très abordable où on va retrouver une sauce arachide, mais à l'intérieur, il y aura des crevettes et des aubergines confites, d'accord. Donc, on met la technique française au service de certains plats, mais il y a une majorité de plats français. Et demain, en France, peut-être que j'ouvrirai un autre lieu, et qui sait, dans quelques années, où je pourrai faire
exclusivement de la cuisine béninoise, peut-être un peu plus contemporaine ou pas. Mais pour en arriver là, vous avez surmonté des obstacles. Oui. Ben, tout le monde, comme tout le monde, hein. Vous pareil. C'est clair. Vous décrivez comme une résiliente. Vous dites que même si vous tombez 9 fois, vous allez vous relever 10 fois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce parcours de Zongo au plus grand restaurant de France? Je pense que c'est le changement de trajectoire. Déjà, le vrai choc émotionnel, ou en tout cas le gros boom qu'il y a eu moi dans ma vie, c'est l'instant où j'ai compris que je ne pourrais plus poursuivre mes études et que je n'allais plus pouvoir faire ce dont j'avais rêvé tout le temps. Donc là, en fait, il y a une espèce de flottement où on se dit, mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Et puis tout doucement, on arrive à trouver une autre voie, mais ça a été un peu compliqué. C'est ce qui a été vraiment compliqué à ce moment-là. Le reste, bon, le fait de n'avoir pas pu faire d'école de cuisine, c'était compliqué de trouver des stages. C'était pas aussi facile que quand tu sors d'une école de cuisine. Les railleries des uns et des autres, etc., etc. Le fait d'avoir des enfants en bas âge aussi, etc., etc. Mais l'un dans l'autre, bon, aujourd'hui, ils sont grands. Pourquoi cette reconversion? Alors, eh bien, quand je suis allée en France, c'était pour poursuivre mes études. J'étais en licence. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'étais enceinte. Voilà. Donc, il y en a qui arrivent très bien à concilier grossesse et études. Moi, je pense que ça faisait beaucoup. Changement, je venais de quitter mon pays où j'avais vécu tout le temps. Les études, enfin, le niveau n'était pas forcément le même. Moi, alors, c'est moi qui n'étais pas au niveau. Plus ce bébé, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, j'ai décidé de m'occuper de mon enfant. Et quand j'ai voulu revenir aux études, je n'ai pas réussi. Et donc, gros choc. Et donc, il a fallu, et en pesant le pour et le contre, la cuisine me semblait être mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un regret. Non, pas du tout. Et depuis l'obtention de cette première étoile, qu'est-ce qui a changé pour la chef? Ce qui a changé, c'est le regard des gens. Je dirais, en tout cas, au-delà du regard, la considération que les gens ont pour vous. Non pas qu'avant, je ne t'ai pas considérée, j'ai fait de très belles choses bien avant cette étoile, et j'espère que je continue à faire de belles choses. Mais en réalité, le fait d'avoir une étoile Michelin, tout de suite, eh bien, on vous met sur un piédestal. On vous met sur un piédestal. On vous met sur un piédestal. On n'a plus droit à l'erreur, en fait. Alors, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est comme passer de l'anonymat à la notoriété du jour au lendemain. On peut perdre pied. Et moi, mon combat quotidien, c'est d'essayer de garder les pieds sur terre et de... Parce qu'en réalité, ce que je faisais la veille n'a pas changé forcément le lendemain. Mais aujourd'hui, je me dois d'être exemplaire, je me dois de faire attention à ce que je dis, je me dois aussi dans les restaurants où j'interviens aujourd'hui, parce que pour le moment, je ne suis plus dans un restaurant fixe, à part au restaurant L'Ami. Non, je ne suis plus à Rouge. Maintenant, je m'occupe de L'Ami, et de temps en temps, j'interviens de manière à l'international sur des événements ou autres. Mais comment? Eh bien, il faut toujours... quand vous arrivez, on dit chef étoilé tout de suite. Ah, si tu fais un moyo, les gens vont dire, mais toi, tu es une chef étoilée, tu fais un moyo. Mais en réalité, je peux aussi faire un moyo. Moyo étoilé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, aujourd'hui, alors, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais aujourd'hui, on a un président. Moi, quand j'étais petite, le président, c'est quelqu'un qu'on ne voyait jamais, à la télé, etc., etc. Et regardez le président aujourd'hui, il va au marché, il vient sur les chantiers, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, on peut très bien avoir une posture, une certaine autorité ou un rôle important, et être proche des gens. Pourtant rester accessible. Donc moi, dans ma cuisine, c'est pareil. Alors, je ne compare pas du tout au président, mais la cuisine, il y a des jours où je vais faire de la cuisine étoilée, et puis il y a des jours où je vais faire une cuisine plus accessible. Ça ne m'oblige pas à faire que de la cuisine étoilée tous les jours, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce qu'il faut être une sacrée équipe avec une certaine technique, etc. Donc, alors, vos parents, vos amis à la maison, est-ce qu'ils ne veulent pas tout le temps avoir de la gastronomie étoilée? Non. Parce que quand j'ai une chef à côté... Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'ils veulent tout le temps que je fasse à manger. Voilà. Oui. Parce qu'une chef à côté, c'est que je ne mets plus les pieds à la cuisine, moi. Vous avez sorti également des ouvrages. C'est vrai. Alors, j'en ai sorti, voilà, le plus marquant, en tout cas celui qui me tenait beaucoup à cœur à faire, c'était Le Goût de Cotonou. C'était une façon un peu de rendre hommage à la ville où moi je suis née, j'ai grandi. C'était une façon aussi de dire, ok, parce que le projet initial, c'est de dire, je vais prendre le Bénin par pays.
le zou, le mono, la takora, etc. Et puis décortiquer un peu tout ce qui se mange. Mais c'est un travail hyper colossal et je n'avais pas forcément le temps. Mais comme j'avais l'opportunité de faire cet ouvrage, je me suis dit, ok, je vais rester sur les souvenirs des plats que moi j'ai mangés quand j'étais enfant. On a une soixantaine de recettes. Presque 70. Wow. Et je n'ai pas voulu mettre ce qu'on appelle la main du chef, c'est-à-dire transformer. Non, j'ai voulu proposer des recettes comme elles sont, authentiques et dans la tradition. Les projets à venir de la chef Georgiana Cette distinction modifie vos projets ou... Non, alors aujourd'hui, j'ai accepté vraiment d'accompagner les équipes de l'AMI. Donc, moi, je suis un peu une hyperactive, donc j'ai envie de faire d'autres choses. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de stabiliser ces équipes-là. On a aussi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font. J'ai entendu parler le monsieur tout à l'heure par rapport à la boulangerie. Il y a des projets de lycée hôtelier qui sont en train de prendre forme. Et j'espère bien apporter ma pierre à l'édifice. Donc voilà, l'idée, c'est de dire... Ok, je suis partie, j'ai appris des choses, j'ai pas fini d'apprendre, mais le peu que j'ai déjà appris, je le partage avec d'autres. Et puis, au plus, on sera à apprendre et à se performer. Et au plus, on pourra pérenniser, en fait, tout ce savoir-faire. Capitaliser tous ces acquis-là. Alors, vous nourrissez un rêve, c'est celui de faire un restaurant, on va dire quoi, exclusivement réservé aux mets de l'Afrique subsaharienne, peut-être avec un peu de technique française. C'est un rêve que vous portez. Vous en êtes où dans la réalité? Non, dans la réalité, j'essaye moi-même déjà de compléter mes connaissances en termes de cuisine. Alors, Afrique subsaharienne, parce que quand même, il y a des fois des similitudes, ne serait-ce qu'avec nos voisins nigérians et togolais. Donc, comme ça, je ne froisse personne. Mais j'essaie déjà moi-même d'enrichir mes connaissances en termes de cuisine d'Afrique subsaharienne. Et une fois que j'aurai quelques notions quelques bases solides, je pourrai, poursuivre dans ce projet. Un message d'espoir à nous qui rêvons une fois nous retrouver à la place de la chef. À la place de la chef, non. Par contre, moi j'ai un message d'espoir. J'espère que le Bénin fera partie. Aujourd'hui, la sélection du guide Michelin, encore une fois, ce n'est pas la référence ultime. On peut faire des très bonnes choses sans être dans le guide Michelin. Mais on sait tous, vous voyez, quand on dit une étoile, un hôtel 4 étoiles, non mais pas ça, un hôtel 4 étoiles, un restaurant étoilé, etc. Tout de suite, ça met des étoiles dans les yeux à tout le monde. Du coup, j'espère que lorsque le guide Michelin s'intéressera aux restaurants en Afrique et qui feront leur première sélection, et bien qu'on aura des restaurants au Bénin qui y seront. Est-ce que la gastronomie béninoise, telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mets qui peuvent candidater sur les plus grandes tables du monde? En fait, je crois que ce n'est pas une histoire de est-ce qu'ils peuvent candidater ou pas. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit le Bénin n'a pas de gastronomie. La gastronomie, c'est juste le fait de manger et de boire, en tout cas selon moi. Donc, sur les grandes tables du monde, il faut en fait s'approprier sa culture et maintenant la délivrer aux gens de la manière la plus sincère possible. Si vous prenez l'exemple des pays d'Amérique du Sud, qui ont émergé avec leur gastronomie et qui aujourd'hui ont des restaurants qui se retrouvent dans les meilleurs restaurants du monde, c'est qu'à un moment donné, ils sont allés apprendre des techniques, mais ils se nourrissent en fait de leurs origines, de leur culture culinaire. Donc l'idée, c'est pas seulement de dire on revisite. Déjà, visitons. Donc prenons ces plats-là et essayons de les délivrer de la manière la plus sexy, entre guillemets, possible. Permettez-moi le mot. Faisons connaître nos goûts. Voilà. Et petit à petit, les gens vont adhérer, en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi, j'avais cette idée de dire, d'abord, je mets des ingrédients, des petites touches, comme quand le palais commence à se familiariser. Après, maintenant, tu peux arriver et dire, voilà. Mais... Voilà un peu. Voilà un peu. Je pense qu'on a besoin, je m'emballe, mais je pense qu'on a besoin aujourd'hui, en fait, de déjà faire répertorier quelles sont nos cultures. Est-ce que vous pouvez citer 10 plats du Bénin?
Est-ce que vous pouvez citer 10 plats du Bénin? Bien sûr, essayer. Bon, on peut essayer, mais ça sera une autre fois. Merci beaucoup à vous, il faut qu'on chef. apprenne vraiment de notre culture culinaire. Merci beaucoup. Un selfie avant de partir. On va le faire, on va faire ça à la fin. Si vous voulez, on y va sur le plateau devant tout le monde comme ça. Là. Très rapide. Venez s'il vous plaît. Je vais m'essayer là. Allez, il faut nettoyer la caméra. C'est pas croyable. Allez, on va le faire en coulisses. Merci, chef. Merci beaucoup. C'est très bien habillé avec la marque Rosine de l'ami Jamal Chileux. Donc, on espère recevoir ici un de ces quatre dès qu'il sera à Cotonou. Vous restez avec nous pour finir cette émission. Ce sera avec celui qu'on a surnommé affectueusement ici l'empereur ou le sénateur. Vous allez voir pourquoi. Regardez juste sa démarche. Revue de presse. La revue de presse de Ulvaeus Balogun pour clore cette émission. Ulva, bonjour. Bonjour Herman, bonjour le plateau. J'ai constaté que vous aimez bien la cuisine par ici. Absolument. Hier, on parlait cuisine, mais c'est pas tous les jours on a une chef étoilée à côté de soi. Mais vous nous donnez trop envie de manger. Là. Ah oui, à Gorlier-Convent, c'est pas loin. Heureuse. C'est la même chose là. Heureuse, permettez qu'on fasse la revue de presse. Est-ce que vous avez entendu parler de l'huile d'arachide d'Agonli? Oui, on en a parlé. on en a parlé avant-hier. Et le gari de Savanou. C'est bon, on peut y aller. Voilà. On n'a pas fini d'en parler, Uva, et les journaux ce matin, nous ont le devoir, donc nous le rappelle, la Cour constitutionnelle devra se prononcer sur le parrainage Gates. Tout à fait, Herman. Ce jeudi, à la Cour constitutionnelle se jouera le sort du principal parti d'opposition, les démocrates, et pour cause. La haute juridiction est attendue pour situer le parti sur sa participation ou non à la présidentielle du 12 avril 2016. Le matinal 2026. Le matinal titre participation ou non du duo Agbojo-Lodjou à la présidentielle de 2026, jour de vérité à la Cour constitutionnelle. Après le report du lundi dernier, la Cour devrait, sauf cataclysme, fixer les responsables et militants du Parti Les Démocrates sur la participation ou non de leur duo, notamment Jules Lodjou et Renaud Agbojo, notamment à la présidentielle. Au cœur du recours, vous le savez, l'affaire Sodinou, une actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours. Le requérant Kamar Oussagari a demandé au juge de référer des référés civils du tribunal de première instance, donc première classe, rendu notamment le 13 octobre dernier, laquelle ordonnance avait enjoint Thomas Boniaï, ex-qualité président du Parti Les Démocrates, de restituer à Michel Sodinou le formulaire nominatif de parrainage qui lui a été délivré par la Sénat. Selon le journal, le Parti Les Démocrates est dans un tournant critique. Même point de vue du journal Gaskiani qui parle du jeudi de tous les enjeux. À en croire le journal, le jugement de ce jeudi est crucial car il ouvre la voie à deux issues radicalement différentes pour l'opposition. Dans le premier cas, la validation de la décision du tribunal priverait les démocrates d'un parrainage essentiel au point de leur interdire l'accès à la présidentielle. À l'opposé, dans le second cas, infirmer le jugement aurait pour effet de confirmer la régularité de leur procédure et par voie de conséquence de leur permettre de poursuivre leur campagne. Mais au-delà de l'avenir immédiat d'un parti politique, c'est la crédibilité de l'opposition et l'intégrité du processus démocratique qui sont en jeu, écrit le journal. Le peuple béninois, spectateur de ce feuilleton juridico-politique, mesure que la décision des sages de la Cour constitutionnelle pourrait modifier durablement le paysage politique national. Et au journal, le palmarès de conclure à ce sujet, tous les projecteurs braqués sur la Cour. Et au moment où on attend le verdict de la Cour, les leaders du Parti Les Démocrates étaient attendus hier à la direction de la police judiciaire. Vous en parliez dans l'instant politique. Boniaï, Renaud Agbojo et Jules Lodjou étaient en effet attendus, convoqués par la police judiciaire. Mais ils étaient tous absents. Gaskiani titre « Procédure pénale et absence remarquée ». Selon le journal, les intéressés avaient reçu mardi une injonction à comparaître pour le lendemain. Un délai court, mais surtout une missive muette sur le fond de l'affaire. L'objet de la convocation, ce sésame qui permet de préparer sa défense, était soigneusement tu, créant un climat de suspicion. Face à ce silence, la stratégie de la défense a été de déléguer. Maître Alao s'est porté représentant de l'ancien chef de l'État Boniaï, tandis que Maître Francis Dako endossait le rôle de conseil pour son confrère Renaud Agbojo. Le journal nous apprend que la tentative de prise de contact avec la police judiciaire s'est heurtée
à un mur procédural. Dès leur arrivée, les avocats se sont vus opposer le caractère impératif de la présence physique de leurs clients. Le matinal écrit la présence de Yahi et des 2 candidats exigés à la DPJ. Le journal nous révèle que les enquêteurs ont insisté sur le caractère pénal du dossier, ce qui oblige la présence des intéressés. Et puis pour finir, face au risque d'exclusion, bien les confessions religieuses veillent. Tout à fait, Herman. La paix, rien que la paix, c'est ce dont le Bénin a besoin. Encore plus, maintenant que les passions ont tendance à prendre le pas sur ce qu'on a tous de commun et qu'on doit protéger à tout prix, le Bénin. Dans un communiqué, le cadre de concertation des confessions religieuses a lancé cet appel solennel. Le journal Matin Libre titre « Élection générale de 2026, de part et d'autre, privilégier des comportements de paix ». Le cadre souligne que la crédibilité des élections est un élément essentiel de notre démocratie. C'est pourquoi il invite les institutions en charge du processus électoral à se conformer strictement à la loi et à conduire le processus avec sagesse, équité et impartialité. Et à la suite du cadre de concertation, la conférence épiscopale, pour sa première session ordinaire de l'année épiscopale, exhorte tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, tous les citoyens à œuvrer de toutes leurs forces en faveur de la paix et de l'unité nationale. Fraternité de titré, la CEB appelle au dialogue et à la paix. Les évêques de l'Église invitent les uns et les autres à privilégier le dialogue, la tolérance, le respect du droit constitutionnel, en mettant surtout l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout intérêt personnel, voire partisan. Merci Ulva, merci Amandine, merci Heureuse. Merci Herman. Et merci chef, à très bientôt. Revenez-nous dès que vous êtes à Cotonou. Avec plaisir. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir sur la matinale Bonjour le Bénin. Voilà, qui va mettre un terme à cette matinale de ce jeudi 23 octobre 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de la chef de la régie, Christelle Savouran, avec Karamat Aguataou comme coordonnatrice. Retourne demain quand il sera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon jeudi à tous et à chacun. Que j'ai joie dans le monde. Salut!